Je me rappelle avoir toujours écrit, en fait, surtout mal, mais toujours et beaucoup. C'est une tâche impossible de se présenter soi-même. Alors peut-être que je pourrais vous dire un petit poème. Étonnant que je puisse oublier, et que j'oublie si souvent et chaque fois pour si longtemps, le principe à partir duquel seulement l'on peut écrire des œuvres intéressantes et les écrire bien. Sans doute, c'est que j'ai jamais su me le représenter clairement, enfin, d'une manière représentative ou mémorable. De temps à autre, il se passe dans mon esprit, non pas, il est vrai, comme un axiome ou une maxime, c'est comme un jour ensoleillé après 1000 jours sombres. Ou plutôt, car il relève moins de la nature que de l'artifice, et plus exactement encore d'un progrès de l'artifice, comme la lumière d'une ampoule électrique dans une maison jusqu'alors éclairée au pétrole. Mais le lendemain, on aurait oublié que l'électricité vient d'être installée, et l'on recommencerait à grand-peine à garnir des lampes, à changer des mèches et à être mal éclairé. Il faut d'abord se décider en faveur de son propre esprit et de son propre goût. Il faut ensuite prendre le temps et le courage d'exprimer toute sa pensée à propos du sujet choisi, et non pas seulement retenir les expressions qui vous paraissent brillantes ou caractéristiques. Il faut enfin tout dire simplement, en se donnant pour but non le charme, mais la conviction. Ce texte, très court, enfin j'espère que vous ne l'avez pas trouvé trop long, est de Francis Ponge. Il s'appelle Mémorandum. Il doit dater du début des années 40, je pense. Alors il est à prendre avec des pincettes et un sourire en coin, comme la plupart des œuvres de Francis Ponge, mais il se trouve qu'en y revenant souvent, je me suis persuadé avec le temps que, en réalité, et très sérieusement, il contient l'essentiel des questions qu'on peut se poser à propos d'écrire en général et d'écrire des scénarios en particulier. Les trois règles me paraissent aujourd'hui encore pouvoir donner un sens et un contour à une activité concrète et réelle d'écriture. La première, se décider en faveur de son propre esprit et de son propre goût, ressemble à une lapalissade, et c'est sans doute l'enjeu le plus épineux, le plus ardu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait mon propre esprit et mon propre goût? En quoi les histoires que j'ai dans la tête sont les miennes ou celles des autres? Cette question se posait sans doute pas tellement à l'époque des lampes à pétrole, dont il parle dans Mémorandum, mais elle se pose aujourd'hui à nous de façon cruciale, depuis que les mass-médias ont radicalement transformé notre vie intérieure. Le second, prendre le temps et le courage d'exprimer toute sa pensée, c'est une chose qui a à voir beaucoup avec ce qui fait concrètement une histoire. Est-ce qu'une histoire, c'est quelque chose qu'on contrôle complètement d'un bout à l'autre? Est-ce que c'est traiter un sujet, raconter une histoire? Est-ce que c'est comme une rédaction ou une dissertation? Ou est-ce que c'est autre chose que ça? Moi, je crois que c'est autre chose que ça. Les histoires qui traitent un sujet, on voit bien de quoi je parle quand je dis ça comme ça. Elles sont pas très intéressantes en général. Elles traitent bien leur sujet, mais pour dire les choses vite et mal et de façon un peu brutale, je m'en excuse auprès des auteurs de téléfilms, c'est à ça qu'on pense quand on pense à un téléfilm. Mettons un sujet de société bien traité, voilà, qui aura réussi à inclure toutes les nuances, toutes les équités, toutes les justices, toute la variété des points de vue sur un sujet sur lequel une société s'est mise d'accord. Mais peut-être qu'une histoire, c'est pas ça du tout, en fait. Peut-être qu'une histoire, c'est... Comment ça se passe quand on commence une histoire? On se dit pas, je vais raconter quelque chose à propos de
à propos, je ne sais pas moi, des ventes d'organes. On peut y arriver, bien sûr, on se documente et puis on y arrive. Mais il me semble que quand une histoire est une vraie histoire, elle se présente. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous rentre dans la tête à un moment, vous vous dites « Ah, ce serait rigolo de raconter ça ». Seulement, les 3/4 du temps, vous ne savez pas très bien de quoi ça parle, l'histoire en question. Vous avez un début d'histoire, mais vous ne savez pas de quoi ça parle. Tout se passe en définitive comme si ce début d'histoire, cet atome d'histoire qui apparaît, se présentait comme, non pas comme une question à laquelle il fallait trouver une réponse, mais comme une réponse à laquelle il fallait trouver sa question. En sorte que le travail dont parle Ponge, il me semble, dans ce deuxième point, c'est ce travail-là précisément. C'est j'ai une histoire en tête, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et de remonter patiemment, c'est pour ça qu'il parle de temps et de courage, de cette réponse à une question qui n'a pas été posée, à la question elle-même. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre le point numéro 2 pour expliquer le point numéro 3. C'est parce qu'on ne savait pas de quoi ça parlait qu'il faut s'exprimer simplement et tout faire simplement en visant, en se donnant pour but, comme dit Ponge, non le charme mais la conviction. Le charme, c'est un truc, ce sont des trucs, ce sont des façons de faire, et on peut toujours s'y livrer de toute façon. Mais il y a un moment où il faudra se dire simplement, ne serait-ce que pour soi, de quoi ça parle. Et pour vous convaincre vous-même de ce dont parle votre histoire, il faudra que vous réussissiez à vous le dire simplement. Je l'ai découvert parce que mon camarade et compère, Patrick Mario Bernard, a attiré mon attention sur ce livre. En fait, avant d'avoir l'occupation entre les mains, je connaissais mal l'œuvre d'Annie Ernaux. Et puis, il s'est mis à insister pour que je le lise et il a tout fait pour que je comprenne qu'il avait une idée derrière la tête et que cette idée, c'était celle d'une adaptation. Alors, j'ai lu le livre, qui est très concis, très court, très prenant aussi. Et en le refermant, ma conviction était faite que c'était absolument inadaptable et que c'était absolument tout sauf une bonne idée de s'attaquer à cette chose-là. Alors ça, ce sont les vertus de l'obstination. Patrick n'a eu de cesse que je reconsidère ma position, a fait valoir ses arguments et a fini par me convaincre. Voilà. Il ne m'a pas seulement convaincu, il m'a convaincu pleinement, c'est-à-dire que je me suis rangé à son avis et à son désir d'adapter cette chose-là, qui était effectivement, comme je l'avais vu au premier regard, parfaitement... assez typiquement inadaptable. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le travail d'Annie Ernaux, ça ne fera pas de mystère. C'est une œuvre intime sur l'intimité et un film à ses façons spécifiques d'arriver à l'intimité. Façon qui n'était pas déductible du tout des cheminements littéraires et romanesques du livre d'Ernaux, ni de son travail en général d'ailleurs. Donc le travail d'adaptation, en fait, a consisté concrètement et d'abord à plier vers l'extérieur, c'est-à-dire vers des choses filmables, vers des choses susceptibles de produire de la situation et de l'image, ce qui dans le livre était plié vers l'intérieur, vers le monde mental et le monde des représentations intimes du personnage. Et c'est ainsi par exemple que une des premières décisions sur ce point a consisté à transformer le statut professionnel du personnage. Chez Ernaux, évidemment, il s'agit d'elle, enfin... un professeur, écrivain. C'est ça, un professeur et un écrivain. Et il nous semblait, à tort ou à raison, et à raison, je pense, que rien n'est plus difficile à mettre en scène et en image que l'activité d'un écrivain.
Je pense que c'est la toute première décision du chantier d'adaptation. Cette décision a consisté à faire d'Annie Anne-Marie, et d'Anne-Marie une assistante sociale et pas un écrivain ni un professeur. Assistante sociale parce qu'il nous paraissait important. Il nous paraissait important de faire, comme l'ouverture du film le montre, enfin le dit, je crois, assez clairement, il nous paraissait important de faire une place au monde là-dedans. Alors, c'est un peu ronflant dit comme ça, mais enfin, c'est quand même à ça que ça se résume pour finir. C'est-à-dire faire une place au poids des choses, aux énergies qui circulent dans le monde, sous la forme des machines que nous fréquentons quotidiennement et que nous utilisons, sous la forme des messages que ces machines nous adressent en permanence et qui nous traversent, comme les ondes, comme les micro-ondes des téléphones, vous le savez sans doute, traversent nos corps concrètement en permanence. Il nous paraissait important de situer cette histoire de jalousie morbide qui fait le drame d'Anne-Marie dans le monde qui nous paraissait être vraiment le sien, c'est-à-dire un monde où il est de plus en plus difficile de démêler le tien du mien, pour dire ça comme ça. On est passé par quelque chose qui ressemble à ça tout à l'heure à propos de Francis Ponge et des lampes à pétrole et de l'électricité, c'est-à-dire que moi, je crois vraiment, sans pouvoir le démontrer, mais je crois vraiment intuitivement qu'il y a écrire avant l'électricité et écrire après l'électricité. Je pense que c'était une autre paire de manches d'écrire vie et opinion de Tristram Shandy, soit en s'en tenant aux heures ouvrables de jour, soit à la lumière d'une bougie la nuit. Je pense que l'électricité a remporté une victoire décisive contre la nuit, que les jours de la nuit sont comptés, pour dire ça comme ça, et que ça fait une sacrée différence. Démêler le tien du mien aujourd'hui devient difficile, c'est-à-dire que cette chose que j'ai dans la tête, je parlais des petits atomes d'histoire tout à l'heure, cette chose qu'on a dans la tête et qui revient et qui s'obstine et qui demande, qui réclame qu'on s'occupe d'elle, aujourd'hui c'est impossible de savoir si c'est une chose que nous avons inventée, que nous avons vue à la télévision, que nous avons rêvé, que nous avons entendu à la radio ou au téléphone, que nous avons vu sur un écran publicitaire dans un centre commercial, écran publicitaire animé maintenant, comme ça n'a pas dû vous échapper. D'où viennent les choses? Il semble que, corrigez-moi si vous pensez que je pousse le bouchon un peu loin, mais il me semble que l'univers technique et technologique dans lequel nous vivons repose complètement la question de l'origine telle qu'elle se présente, par exemple, sur ce terrain-là, c'est-à-dire d'où viennent les choses, où est-ce que ça commence, où est-ce qu'une histoire commence, à qui elle appartient. Très bien, je pourrais m'en tenir à ça et je crois que je répondrai à votre question, mais je crois que tous les déplacements opérés par l'adaptation, Annie Ernaux en a vu le propos et l'utilité et une chose très mystérieuse s'est passée d'ailleurs, parce que dans le roman, il n'est fait nulle part allusion au fait que Alex est noir. Et Annie Ernaux a refusé de nous en dire plus, mais un jour, au café, elle nous a dit « C'est rigolo que vous ayez... » Elle n'a pas dit rigolo, c'est moi qui dis rigolo à tout bout de champ, mais c'est amusant que vous ayez fait d'Alex un noir. Alors, mon camarade et moi en attendions plus, mais rien n'est venu. Alors, pourquoi, avons-nous demandé? Parce que dans la vraie vie, le personnage était noir? Non, mais c'est presque pareil, nous a-t-elle dit. Alors nous en sommes sortis un peu perplexes, mais en même temps très rêveurs, en se disant, voilà, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que presque pareil qu'être noir? Mais c'est tout ce qu'on a pu savoir. En tout cas, elle a accueilli, par exemple, cette modification, ce déplacement par rapport au roman, très, très bien. En fait, je crois que ce qui l'a intéressé le plus dans le film, je crois, ce sont les aspects politiques, en fait, du film.
discrètement politiques, mais qui ne lui ont pas échappé. Une sorte d'équivalence possible de tous les personnages qui apparaissent, même au titre de simples silhouettes dans le film. C'est-à-dire que, consciemment ou pas, et là aussi c'est difficile de démêler le tien du mien, d'autant qu'il se dédouble entre moi et mon camarade, consciemment ou pas, je crois que nous avons essayé de restituer une sorte de petite démocratie fictionnelle, où chaque personnage, même apparaissant au fond d'une allée du centre commercial, serait susceptible, enfin c'est comme ça que nous le rêvons en tout cas, de devenir un personnage principal dans la scène suivante. Et il me semble que quand elle a fait allusion aux aspects politiques du film, c'est un peu à ça qu'elle pensait. À ce côté divergent, si vous voulez, des choses. Je crois qu'on a essayé, avec des bonheurs inégaux, de faire diverger les regards, de pas être dans un monde trop centré, de ne pas être dans un monde trop sûr, a priori, de ce qui compte et de ce qui compte pas, de ce qui importe ou pas au récit. Il y avait un récit à conduire, bien sûr, mais être réaliste, en un sens, c'est tenir compte en permanence des irruptions, des accidents, des portes qui s'ouvrent sur des inconnus, des phrases entendues à la volée, des choses comme ça. C'est une chose vraiment très très bizarre sur un plan stylistique, le scénario. J'entends stylistique au sens de l'identité littéraire, si on veut, de cet objet-là. Parce que c'est écrit, et donc on s'y prend pour les écrire comme on s'y prend pour écrire n'importe quoi d'autre. C'est écrit, donc avec des mots, etc., avec une langue, une grammaire. Et en même temps, c'est pas destiné à être lu. Ou plus exactement, ça vise un objet qui n'est pas destiné à être lu. C'est-à-dire que le scénario est, par définition, quelque chose qui va devenir autre chose. C'est un objet, c'est une structure littéraire, pour dire ça comme ça, dont l'unique raison d'être est de rendre possible une structure audiovisuelle dans laquelle structure audiovisuelle dans laquelle la structure littéraire de départ va disparaître complètement. Rien de plus défrisant, si on veut, que de lire un scénario d'un film qu'on a vu. Ou bien on connaît suffisamment bien le film pour repérer les décalages, et dans ce cas-là, on ne sait en général pas trop quoi en penser. Ou bien il n'y en a pas, ou on ne les voit pas, et dans ce cas-là, l'objet disparaît complètement et devient bêtement tautologique. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, enfin bon, c'est quand même plus intéressant de voir le film que de lire les choses qu'on pourrait voir et entendre. Dans une généalogie normale, heureuse, le scénario intéresse quelqu'un, le film est fait, le scénario disparaît complètement, mais on peut se dire que le film est là, quoi. On peut se dire le père est mort, mais le fils vit. Donc le film est fait, la structure, la transformation de structure, le passage d'une structure à l'autre, c'est fait, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand le film n'est pas fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand le film non seulement n'est pas encore fait, mais ne le sera jamais? Et qu'est-ce que ça devient, cette chose-là? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est comme si... Alors qu'est-ce que ça devient, cet objet qu'on a passé parfois, enfin, qu'on a passé toujours des mois et parfois des années à mettre au point? Eh ben, ça devient une sorte de... Il me semble que ça devient une sorte de fantôme. Je vais passer par une métaphore un peu pataude, enfin un peu infantile, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Mais bon, il faut imaginer un bateau qui largue les amarres au port
Et le port, c'est la littérature. Et il faut quitter ça. Il faut, par exemple, quand vous êtes scénariste, quand vous écrirez vos scénarios, faire bien attention à ne pas confondre écrire et écrire. Parce que c'est très facile, quand on se met à raconter une histoire, de se mettre tout d'un coup à raconter cette histoire sous une forme romanesque. Et ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. On va même vous en vouloir beaucoup d'écrire, par exemple, des descriptions trop longues et trop détaillées. On va vous en vouloir beaucoup d'écrire des dialogues trop longs. Et on vous dira, sans précaution ni manière, que vous confondez tout et que ce qui est possible dans un roman l'est pas dans un scénario. Bon, donc il faut quitter ça. Il faut ramasser tout dans une coque en fer avec le strict nécessaire, les hommes qu'il faut à bord, les vivres, etc. et partir. Et partir, c'est partir pour un voyage en général assez long et la route est tracée et se dirige vers un horizon de nuages, des choses comme ça qui n'ont pas encore de corps, qui n'ont pas encore de contours bien définis et qui sont le film à faire. Et normalement, en fait, au bout de la route, vous voyez une île. Finalement, ce qui était nuageux et brumeux devient précis et découpé, avec une latitude et une longitude. Le film se fait, vous savez où vous êtes, il y a un décor, des personnages, du poisson à manger, tout va bien. Et quand le film ne se fait pas, et quand toutes sortes de raisons font que vous êtes sûr que le film ne se fera jamais, c'est comme une navigation, c'est comme chez Edgar Poe, ou comme dans l'histoire du Hollandais volant, une sorte de navigation perpétuelle. C'est-à-dire vous êtes enfermé, une partie de vous, vous qui avez écrit le scénario, est enfermé dans une coque qui n'arrivera jamais à destination. Une coque qui a rompu les amarres avec la forme littéraire ou romanesque qui aurait pu lui donner une assise et une identité, qui a pris le risque du déplacement vers l'horizon nuageux, les merveilleux nuages dont je parlais tout à l'heure, mais qui sait qu'il n'y arrivera jamais. C'est une sorte de vie de fantôme, en fait. C'est une chose très bizarre. Je parle de ce qui m'est arrivé, par exemple. Je parle d'un chantier très précis qui m'a occupé pendant 2 ans avec Patrice Chéreau. Il y a longtemps. C'était au début des années 2000. Après beaucoup de tribulations, et après que Al Pacino lui ait proposé de s'en occuper, après beaucoup de tribulations du scénario, Chéreau est venu me voir en me disant « Voilà, plein de gens sont passés sur ce chantier, on ne s'en sort pas, est-ce que tu penses que tu peux dépanner ça ?» Plusieurs scénaristes étaient intervenus et finalement j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que le premier chantier qui m'a occupé, le premier chantier pour Patrice Chéreau, c'était Ceux qui m'aiment prendront le train, en 95 ou 16, je me souviens plus très bien, et c'est le souvenir de ce chantier plutôt joyeux. Et c'était joyeux aussi parce que ça allait parce qu'il fallait travailler vite, qui m'a poussé à dire oui pour Napoléon. Mais plein d'autres choses. C'est que il y avait Al Pacino dans l'histoire. C'était quand même c'était quand même très inédit et très nouveau. Voilà, il y avait la perspective de fabriquer un film qui n'aurait pas la même géométrie, y compris de production, que d'habitude. Et puis, il y avait à s'attaquer à un personnage hors norme, ce qui me paraissait aussi très tentant, ne serait-ce que sur le plan technique. Vous dites oui, mais ensuite, il faut le faire, quoi. C'est-à-dire, vous dites oui, mais ensuite, voilà, on est à Longwood, c'est l'heure du dîner, la table est dressée, il y a Montholon, Madame, Napoléon, tous les autres, Cipriani, on dîne, on parle. Et ça parle comment, Napoléon? À table. Plein de choses se sont passées. Pour finir, on s'est dit, Patrice et moi, que ce qui serait vraiment très rigolo, ce serait... On avait un peu des films comme Hit de Michael Mann en tête.
Et on se disait, ce serait rigolo, si on admet que Pacino fait Napoléon, ce serait rigolo de construire un personnage d'alter ego, enfin, de rôle presque équivalent, ou même équivalent d'ailleurs, pour qu'ils se tirent la bourre, tous les deux, comme De Niro et Pacino dans Heat, justement. Et là, je crois que Patrice a commis une erreur dont il n'a pas eu conscience lui-même. Il me dit, oui, tu sais, pour Cipriani, c'est l'âme damnée de Napoléon, son mauvais Jiminy Cricket, son homme de main, etc. Ce serait drôle que ce soit qu'on propose le rôle à Christopher Walken. Tête du scénariste, qui en pince davantage encore pour Christopher Walken que pour Al Pacino. Et ça a pesé lourd dans la balance et ça nous a causé beaucoup d'ennuis, cette histoire, parce que, à mon corps défendant, je crois, et parce que ça me plaisait encore plus d'imaginer quelque chose qui serait joué par Christopher Walken que par Al Pacino, je crois que j'ai eu la main lourde. Et au voyage suivant à New York, puisque Patrice prenait l'avion régulièrement pour tenir Pacino au courant des progrès du chantier, la nouvelle version lui arrive à Pacino et il fait cette remarque glaçante à Patrice. Mais au fond, peut-être que je devrais plutôt jouer Cipriani. Donc, patatras, et Patrice revient en me disant... Il faut baisser l'abat-jour sur Cipriani, c'est pas possible. Si ça continue, Pacino va finir par dire non. Ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait pour arriver à un couple de personnages à peu près équivalents, Cipriani étant un pas ou deux derrière. Mais le film coûtait très cher. Al Pacino, qui est une star intouchable pour nous, l'était déjà un peu moins en Amérique au moment où tout ça se discutait. Et il était beaucoup moins pour des partenaires financiers nord-américains. Et puis, il me semble, c'est ce que je crois avoir compris, en tout cas, que Pacino, finalement, ne savait pas très bien de quelle main se gratter avec tout ça. Bref, à un moment... Chéreau en a eu plus qu'un peu marre de prendre l'avion. Et Dieu sait qu'il a mouillé sa chemise. Et m'a dit, ça n'a pas de sens, arrêtons. Et les choses ont pris un tour salement définitif. Et en un sens, c'est une chose très très bizarre de se dire que je suis, enfin voilà, maintenant le seul témoin vivant de ce chantier qui a été incroyablement prenant, difficile, épineux, et puis qu'il existe maintenant cette histoire, elle est écrite, et c'est un fantôme. C'est-à-dire que le film ne se fera pas. Et donc on est partagé devant cette liasse qui est sur une étagère chez moi. Qu'est-ce que je peux me dire? Est-ce que je suis obligé de me dire que ça existe, évidemment, puisque je vois bien que ça fait N pages, qu'il y a un boudin en plastique noir, qu'il y a un transparent en couverture avec un titre, Le Maître de Longwood. Grâce au carnet d'adresses de Patrice, cette chose-là a été traduite en anglais par Paul Auster, excusez du peu. Et qu'en même temps, c'est rien, puisque c'est pas destiné à être lu si on n'a pas l'intention d'en faire un film. J'ai apporté quelques pages de Napoléon et j'ai demandé aux amis qui m'invitent si c'était une bonne idée d'en lire quelques-unes pour faire une expérience dont de toute façon je ne pourrais pas contrôler le résultat. Donc, vous parlez d'une expérience. C'est de se dire que ce film qui n'existe pas, qui n'existera pas, et si on essayait de le faire un peu exister dans vos têtes,
ou dans vos yeux, ou au revers de vos paupières, le temps que je le lis. C'est pas un calcul regardant, c'est pas histoire de se dire faisons ça pour que tout soit pas perdu. C'est plutôt pour nous donner rendez-vous à cet endroit difficile à nommer, qui est l'endroit où vivent les fantômes, justement, où vivent les scénarios fantômes, où vivent des personnages qui seront joués par personne, mais que vous jouerez pour vous-même en écoutant. Est-ce le jour? Est-ce la nuit? Des masses nuageuses roulent sur elles-mêmes dans une obscurité. On entend Napoléon off, il dit « C'est plus dur la nuit. Pas à cause de l'obscurité, de toute façon, il n'y a rien à voir. » D'autres nuées tourbillonnantes, moitié brouillard, moitié neige. Le jour se lève sur un paysage désolé, un épais manteau de neige recouvre tout. C'est à cause du silence. Si seulement le silence pouvait se faire dans ma tête aussi. Séquence 2, une cabine de bateau intérieur nuit. Des cloisons de bois, un plancher, la découpe d'une fenêtre qui se déplace au gré du roulis projeté par la lune. Ça n'en finira donc jamais. Le temps ne passe plus. 3, Russie, plaine enneigée, extérieur jour. Des corbeaux en bande prennent de courts envols. Ils s'ébattent entre des monticules noirs comme du charbon. Ces choses noires sont des cadavres. La voix continue. Quand bien même le soleil s'éteindrait, quand bien même une nuit éternelle s'étendrait sur la terre entière, il ferait encore jour dans ma tête. Toutes les variétés de l'espèce humaine sont représentées dans ce charnier à ciel ouvert. La même épouvante sur tous les visages, des bouches encore ouvertes sur un cri, des lambeaux de vêtements sur des corps nus, enchevêtrés sous une fine pellicule de neige. Un corbeau dévore la langue d'un soldat mort. Sortez de ma tête, ou alors dites-moi pourquoi vous me tourmentez. La bouche du cadavre, les chairs sont labourées par les coups de bec. Je sais qu'ils disent monstre. Ils disent démon assoiffé de sang. Ils disent que le mal a pris une forme humaine pour ravager la terre. Je les entends à travers les cloisons. 4. Un bivouac, extérieur nuit. Des feux crépitent. Dans les clartés mouvantes, on aperçoit des visages. Napoléon. Mais à vous, il s'adresse à ses soldats. Mais à vous, j'ai tout donné. Vous vouliez l'égalité et la fraternité, et je vous les ai donnés. Vous étiez mes fils, et j'ai fait de vous des frères dans la plus glorieuse famille qui ait jamais existé et qu'on appelait la Grande Armée. Vous vouliez la liberté jusqu'à la mort, et je vous ai donné les deux, la liberté et la mort. Une silhouette d'abord invisible se déplace en silence à travers le bivouac parmi les troupes. Les regards se tournent vers elle. Une sorte de murmure s'élève au-dessus de la foule, des bras se tendent dans la lueur des feux. La silhouette silencieuse, qui est celle de Napoléon, est à présent au centre des regards et des bras tendus. 5. Extérieur jour, aube. Des soldats défilent derrière les drapeaux et les aigles impériales. La voix de Napoléon se poursuit off. Vous étiez les obscurs et les humbles, et je vous ai donné un destin. Une silhouette à cheval s'avance sur un tertre, c'est lui, Napoléon. J'ai possédé le monde et je vous l'ai donné. Des cavaliers se rassemblent sur un tertre. Devant eux, au loin, les dômes et les clochers de Moscou disparaissent dans des spirales de flammes. J'ai cueilli le monde. Je l'ai tenu dans ma main et je vous l'ai donné, mais le monde, ce n'est rien. Quand j'ai ouvert la main, il n'y avait plus rien. Des cendres, du vent, de la neige, rien. C'est comme ça. Méchant prodige, on n'y peut rien. 6. Russie, plaine enneigée, extérieur jour. Dans le jour sombre d'un ciel de neige, la Grande Armée bat en retraite. Hommes fatigués plus que des bêtes de somme, animaux squelettiques, femmes à peine reconnaissables, en haillons, blessés, aveugles, agglutinés.
Et il ne reste rien de vous non plus, rien du tout. L'été est revenu pour recuire vos charognes et blanchir vos carcasses. Cet hiver éternel est pour moi seul. C'est pour moi que le temps s'est arrêté, seulement pour moi. Vous, vous n'existez plus depuis longtemps. Allez-vous-en maintenant, allez-vous-en. 7. Un monastère orthodoxe, extérieur jour. Le son d'un tocsin frénétique couvre sa voix. Dans un beffroi, 2 popes postés en vigie. Ils regardent passer l'armée en déroute. Ce sont eux qui sonnent le tocsin. Dans une isba, toute une famille est rassemblée, terrorisée et prise devant une image sainte. Au dehors, les cloches se répondent de loin en loin. Depuis le beffroi, on voit un gigantesque mouvement de panique agiter la grande armée qui se fragmente en groupes désordonnés. Un des popes, en russe, regarde les Cosaques. Un groupe de cavaliers vient d'apparaître à l'horizon et s'abat sur les retardataires de l'armée. Ils frappent et ne manquent jamais leur cible. En un clin d'œil, la neige est jonchée de cadavres. Le monastère, autour de l'autel, intérieur jour. Un prêtre est en train de célébrer la messe parmi des volutes d'encens. Il se tient devant un grand volume ouvert rehaussé de dorures. Eh bien, des jours viennent, oracle du Seigneur, où l'on appellera ce lieu vallée de la tuerie. On tambourine derrière la lourde porte. Les moines ouvrent. 3 soldats couverts de sang et de boue s'écroulent dans les bras des moines. Le prêtre poursuit. Je transformerai cette ville en un lieu désolé qui arrache des cris d'effroi. Les moines se pressent autour des soldats perdus. Une main ferme les yeux d'un soldat qui vient de mourir. Un autre malheureux boit avec des râles l'eau qu'on lui tend. Un soldat, en espagnol ou en croate. C'était pas les Cosaques, c'était lui. Dans l'isba, la porte s'ouvre à la volée, un soldat surgit. C'est une plaie vivante dans laquelle brûle un regard de démon. Il dit « l'ogre ». Dans la plaine, extérieur jour, un flot d'hommes exténués atteint une crête et dévale les pentes d'une rivière presque entièrement gelée. Sur les berges, c'est une pétaudière et une tour de Babel. On entend du français, du polonais, de l'italien, de l'allemand, du croate. Un pont de bois enjambe la rivière. Les soldats en déroute se pressent pour traverser. Des cris de colère ou de panique, des appels couverts par les hennissements des chevaux. On entend des coups de feu lointains. Ce sont presque tous de très jeunes soldats, presque des enfants. Ils tombent sans qu'on les relève et meurent d'épuisement, piétinés par leurs camarades plus âgés ou plus robustes. On entend des hurlements. Un chariot est en train de dévaler la colline à travers toute cette masse humaine paniquée. Ces hommes qui remplissent le chariot sont eux-mêmes épouvantés. On ne comprend qu'un mot, le même dans toutes les langues, les Cosaques. Des visages se tournent vers la crête qui surplombe la rivière. La voiture fonce vers le pont. Au passage, elle roule sur des corps qui gisent dans la neige. Un corps dans la boue noire. C'est un tout jeune soldat. Il pleure et serre les dents, barbouillé de sang et de morve. Ses jambes ont été écrasées par le chariot. Il se retourne, soudain. Les cavaliers mystérieux, ce qu'on prend pour les Cosaques, sont là. Ils mettent pied à terre. Mais ce ne sont pas les Cosaques. On reconnaît la silhouette de Napoléon parmi eux. Des larmes coulent sur les joues du soldat. Il tend la main, il se sent sauvé. Napoléon est devant lui, mais il ne saisit pas la main que le jeune soldat lui tend. Le pauvre garçon ne comprend pas. Un sicaire se penche sur lui et lui tranche la gorge. Giclée de sang rouge et belle sur le blanc de la neige. Napoléon se laisse tomber à genoux dans la neige devant le corps que les cavaliers sont en train de dépecer pour lui. Un de ces hommes lui tend un morceau de chair encore fumant. Napoléon le saisit à pleine main et se met à manger. Sur le pont, la panique est indescriptible. On se marche dessus pour fuir l'abattage. Pour les hommes de main de l'empereur, c'est un jeu d'enfant. Saisir les fuyards par les cheveux, tirer la tête en arrière, glisser la lame affûtée sous la carotide. On propose à Napoléon une nouvelle pièce. Il se penche, la mort. Trop dur, trop froid, plus jeune, plus jeune. Une jeune fille court dans la neige en tirant un garçonnet derrière elle. Ils essayent de mettre la plus grande distance possible entre eux et le massacre, mais c'est trop tard. Les égorgeurs sont déjà à leur trousse. Il y a un arbre, un pauvre vieil arbre torturé, plus horizontal que vertical. La jeune fille pousse le garçon sur le tronc, mais lorsqu'elle se retourne, l'ogre est déjà là. Napoléon s'approche à grands pas, ses lèvres sont gluantes de sang frais.
La jeune fille arrive à monter encore un peu sur le tronc. Napoléon contourne l'arbre patiemment. Il s'essuie la bouche d'un revers de manche. Avec d'affreux gestes d'apaisement, il s'approche et plante son regard dans celui de la jeune fille. Elle le soutient. 13, île de Sainte-Hélène, une chambre, nuit. La gamine, Betsy, se réveille en sursaut. Elle a hurlé. La nuit tropicale et bruissante d'insectes. Betsy se dresse dans son lit, haletante. Elle est sortie de son cauchemar. Voilà à quoi ressemblait, dans une de ces versions, le début du film qui n'existe pas. Et qui, j'espère, ne serait-ce qu'un peu, si je m'y suis pas trop mal pris, existe quand même un peu ce matin. Tout à fait. En tout cas, merci pour cette lecture. Le Chateaubriand, c'est une illustration, si on veut, c'est une illustration du point numéro 2 de Francis Ponge. C'est-à-dire, il faut ensuite prendre le temps et le courage d'exprimer toute sa pensée à propos du sujet choisi. J'ai passé un été plutôt déprimé il y a quelques années dans le grenier d'une maison dont je voulais plus sortir tellement. Et dans ce grenier, il y avait un hamac, etc. Et je rêvassais en broyant du noir et en relisant des choses qui me paraissaient capables soit de m'enfoncer complètement là-dedans, soit de m'en sortir. Et parmi ça, il y avait pas mal de textes d'Edith Wharton, de James et des gens comme ça. Et puis, il y avait aussi les Mémoires d'outre-tombe, dont je me disais que ça serait bien que je connaisse plus que la moitié du premier livre. Et au détour et voilà, et on est dans le chapitre 10, et il est question de l'exil en Angleterre. Il est question donc d'un Chateaubriand, un jeune homme, un crève-la-faim, quoi, qui refuse de frayer trop avec les autres émigrés, et puis qui gagne ce qu'il peut, mais pas beaucoup, en donnant des leçons de français, de latin, d'italien. Et puis on lui trouve une place, alors un CDI pratiquement, dans le Suffolk, donc sur la côte est, dans le nord de Londres, et il est reçu là par un pasteur et sa famille, et ce sont des gens délicieux, et il trouve une maison et une seconde famille là. Il se trouve que le pasteur a une fille, Charlotte. Elle a 16 ans. Elle n'a ni frère ni sœur. Chateaubriand en a 26. Ce qui doit arriver arrive. Charlotte, qui sait à peine de quoi il s'agit, en fait, avec ce qui la traverse et ce qui la secoue, tombe amoureuse de Chateaubriand, en se demandant si elle l'aime comme un frère ou comme autre chose. Enfin, elle est un peu perdue, je pense délicieusement perdue, quoi, aussi. Et voilà, l'affaire est faite. Mais elle sait tellement pas, et puis elle a son quant à soi et son orgueil, et puis c'est la fille du pasteur, et puis elle doit pas être complètement sûre. Donc elle en dit rien à Chateaubriand. Alors, ils passent beaucoup de temps ensemble, on herborise, c'est très agréable. Il y a tout un été à passer ensemble. C'était pas un CDI, en fait, c'était tout l'été, c'était 6 mois, quelque chose comme ça. Ensuite, on cueille des mûres parce que la saison vient. Et puis, la saison s'avance tellement qu'il faut penser à rentrer à Londres. Et Chateaubriand, voilà, l'heure du dernier dîner arrive. Et à la fin du dîner, il va partir, c'est un déjeuner peut-être, il va partir l'après-midi, ou c'est un dîner, il va partir le lendemain matin. Et il se passe une chose un peu bizarre. Le pasteur et Charlotte se lèvent,
et passe dans un salon et laisse en tête-à-tête Chateaubriand et Mrs. Ives, la femme du pasteur. Mrs. Ives n'y va pas par quatre chemins. Elle dit, vous savez, le cœur d'une mère ne peut pas se tromper. Nous savons qu'il y a des sentiments entre vous et Charlotte. Voilà, vous êtes ruiné, vous êtes poursuivi par les autorités françaises. Votre famille est en prison ou a déjà connu l'échafaud. Voilà, soyez notre fils. Voici la main de Charlotte. Vous vivrez ici avec nous, puisque ça a l'air de ne pas vous déplaire, en attendant notre héritage. Voilà. Chateaubriand sent, comme on dit, le sang refluer en lui et tombe à genoux au pied de Mrs. Ives et dans un cri, enfin il faut imaginer ça comme ça, lui dit « mais c'est impossible, je suis marié ». Et en effet, il est marié en France. Mal, mariage arrangé par ses sœurs, mais il est marié. Et là, il se produit une chose extraordinaire. Il est tellement lui-même bouleversé par ce qui vient de se passer. Il est tellement bouleversé par ce qui se présente, ce qui est décrit comme ça dans une conversation, dans une déclaration de fin de repas, avec sous les couleurs de cette espèce d'évidence heureuse et bourgeoise, que incapable de faire face à l'intensité de la situation, il prend ses jambes à son cou, il quitte la maison sans se retourner, il quitte la maison comme un assassin. Il n'a pas de bagages, de toute façon, il est trop pauvre pour ça, mais même les livres, il les abandonne. On les lui réexpédiera plus tard à Londres, et il part sans dire au revoir, il part sans un adieu, sans rien, il part sans revoir Charlotte, qui est dans le salon d'à côté avec son père. Et 20 ans passent, ou 22 ans passent, et quand Chateaubriand rentre en Angleterre, c'est comme ambassadeur de France. Donc, dans un équipage tout à fait différent et dans une ambiance complètement différente. Et là s'arrêtent les mémoires d'outre-tombe et commence la drôle de petite machine qui s'est mise à tourner dans ma tête dans ce hamac, qui était un jour à l'ambassade, une visiteuse s'annonce, et c'est elle. Et quand elle relève son voile de deuil parce qu'elle s'est mariée entre-temps et que son mari est mort, on découvre qu'elle n'a pas vieilli d'un jour, qu'elle est restée exactement la Charlotte à qui il aurait dû dire au revoir s'il avait trouvé le courage de le faire, ce jour-là, 20 ou plus de 20 ans avant. Ce qui serait rigolo, je me disais, mais ça c'était les pensées du hamac, ce qui serait rigolo, ce serait qu'elle soit restée enfermée. Parce qu'ils ne se sont pas dit au revoir, parce qu'ils ne se sont rien dit, qu'elle soit restée enfermée dans les sentiments qu'elle éprouvait pour lui à l'époque. On est dans la romance, un peu teintée de fantastique, avec une petite composante surnaturelle, gentille. Voilà. Mais une fois que vous avez ça, vous avez quelque chose. Il faut croire que c'est quelque chose puisque vous y revenez tout le temps, parce que finalement, vous vous rendez compte que vous y pensez tout le temps. Que ça ne sort pas de la liste que vous vous êtes faite, une liste qui existe sans exister vraiment, qui est celle des choses à faire, ou celle des choses à faire un jour. Mais ça ne règle rien, c'est-à-dire que cette histoire, elle raconte quoi? Ou qu'est-ce qu'elle va raconter? C'est-à-dire cette jeunesse éternelle qui est peut-être une félicité et aussi sans doute une prison, sans doute les deux. Qu'est-ce qu'elle raconte au juste? C'est pour ça qu'il me paraît intéressant de voir les histoires non pas comme des questions à résoudre, mais comme des réponses à des questions que vous n'avez pas posées. Cette chose qui vient vers vous comme ça, qui se donne, voir Charlotte s'avancer dans le bureau de l'ambassade, le voir, lui, Chateaubriand, il a 50 ans maintenant, dépassé, le voir se lever derrière son bureau, l'imaginer habillé, coiffé comme l'ambassadeur d'une grande puissance étrangère,
dans un très bel hôtel particulier. Vous voyez tout à ce moment-là. C'est-à-dire que quand cette chose-là vient, ça a la précision d'une image de film. C'est-à-dire, vous voyez les mains se poser, les mains de Charlotte se poser sur le voile, vous voyez le voile se relever. Vous voyez tout, vous êtes dans toutes les têtes, vous voyez tous les plans, les champs et les contre-champs à la fois. Vous savez comment c'est, une image de rêve qui vient comme ça. Donc ça a une drôle d'existence, quoi, vraiment pleine, vraiment précise, vraiment incarnée. Mais qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça dit? Cette image-là, il va falloir ensuite la contempler, la regarder dans les yeux assez longtemps, et c'est pour ça que Ponge a raison de parler de temps et de courage, le temps qu'il faut pour qu'elle vous dise, ou pour que vous lui fassiez dire ce dont elle parle. Et c'est ça le travail, en fait. Le travail, c'est pas tellement trouver les histoires, j'ai l'impression. Il me semble que le gros du travail, c'est au contraire de remonter patiemment le courant de cette réponse-là à la question à laquelle elle répond. Mais le mémorandum de Ponge, il est très épatant, si on veut, là-dessus, parce que, encore une fois, derrière l'apparente désinvolture du jeu d'esprit, il y a quelque chose de très sérieux qui sent l'atelier, qui sent le cœur d'honnête artisan dans son texte sur l'écriture. Et c'est très rare sur ce chapitre. Alors j'ai apporté dans mes bagages, j'ai apporté le début de ce scénario qui s'appelle, enfin que j'appelle le Chateaubriand, mais qui est en fait un développement en long métrage de cette situation, de cette histoire. Voilà. Cette histoire qui s'est dépliée à partir de la scène que je viens de vous décrire. Charlotte à l'ambassade, 20 ans après, relevant son voile et montrant, avouant en un sens à Chateaubriand qu'elle est exactement la fille qu'il a laissé tomber. Extérieur soir, le phare de Lowestoft, 1844. Le jour tombe sur les rives anglaises de la mer du Nord. 3 hommes se tiennent sur la galerie du phare autour de la lanterne. Leur silhouette d'encre se découpe sur l'horizon rouge. Ils portent d'épais vêtements de mer, il fait froid. L'un des 3 consulte sa montre, c'est David Fontaine. C'est un homme d'une trentaine d'années, cheveux ras et barbe courte. Rien, à part sa montre et sa chaîne, ne trahit le fait que nous sommes en 1844. Fontaine se penche pour échanger quelques mots avec le sol. Il sort une paire de verres fumés et les chausse. Ses compagnons en font autant. Fontaine, off. Maintenant, je connais toute l'histoire. Je sais tout ce qu'on peut savoir. Et s'il reste des parts d'ombre, c'est l'obscurité naturelle de toutes les vraies histoires. Cette petite ombre qui reste toujours au pied des arbres, même à midi, même en plein été, ou l'ombre qui règne dans nos cœurs fermés. Les 3 hommes se tournent vers la lanterne. Il y a une grosse ampoule électrique prise entre 3 lentilles de Fresnel. L'arc électrique jaillit. Il allume des reflets sur les arêtes des lentilles, faisant naître des mirages dans les épaisseurs du verre, cercle dans cercle. L'ingénieur contemple l'ampoule. Les reflets glissent sur ses verres fumés. Intérieur jour, pension Briars, réception vestibule. Une main d'homme, celle de Fontaine, inscrit son nom sur le registre d'entrée de la pension. Fontaine off, je m'appelle David Fontaine Cole, je suis ingénieur. Fontaine fait pivoter le registre à l'endroit, rendant le nom lisible, David Fontaine Cole. Fontaine s'adresse à une accorde quadragénaire qui lève les yeux sur son client en souriant. Fontaine, mais Fontaine tout court, ça va aussi très bien. Phyllis, une jeune fille d'une vingtaine d'années, est près de sa mère. Elle considère attentivement Fontaine de l'autre côté du bureau de la réception. Intérieur jour, pension Briars, chambre. Mrs. Briars ouvre la chambre et cède le passage à Fontaine. Mrs. Briars. Et voilà. Fontaine entre, regarde. Fontaine off. Il y a quelque temps, j'ai été envoyé par mes patrons à Lowestoft, dans le Suffolk,
pour diriger les travaux de transformation du phare à huile en phare électrique, le premier d'Angleterre. Fontaine gagne la fenêtre, regarde, on voit le phare. Parfait. Phyllis est restée sur le seuil, elle sourit, elle baisse les yeux. Extérieur jour, Lowestoft, plage. Un chapeau d'homme court sur le sable, poursuivi par son propriétaire. Le sable luisant est jonché d'épaves. Des groupes se rassemblent autour des épaves les plus importantes. Il y a sur la plage des chevaux et des charrettes. Fontaine, off. Tout allait pour le mieux et dans les délais jusqu'à l'arrivée des tempêtes, très en avance sur la saison cette année-là. Des curieux s'approchent, parmi eux Mrs. Briers et Phyllis. Fontaine est en train de ramasser quelque chose sur le sable. Fontaine, off. Parmi les cargaisons perdues, la machine à vapeur que nous attendions pour notre dynamo. Il ramasse une pièce de bois sculptée, on peut lire « L'indomptable ». Fontaine essuie le lettrage, il a un sourire déconfit. Il s'adresse à Mrs. Briers. « Eh bien, vous n'êtes pas encore débarrassé de moi, je peux vous dire. » Phyllis le regarde faire, regarde ses mains. Extérieur jour, la route du phare. Fontaine est en train de rentrer vers la pension. Une élégante voiture noire le dépasse, elle roule vers la pension elle aussi. La voiture est garée dans la cour. Fontaine racle ses bottes au décrottoir pour faire tomber le sable. Le cocher de la voiture s'active autour des bagages d'un nouvel arrivant. Pension Briers, vestibule. Fontaine est assis et change de chaussures. À travers les vitres du vestibule, Fontaine voit Mrs. Briers disparaître dans la cage d'escalier, suivie par son nouveau client, dont on a le temps d'apercevoir qu'un pan de manteau sombre. Phyllis surgit à la porte du vestibule. Maintenant, vous n'avez plus la pension pour vous tout seul. Fontaine lève la tête vers le plafond qui résonne des bruits de pas du nouvel arrivant. Fontaine, jolie voiture, hein? Phyllis, c'est un Français, un vrai gentleman, il vient tous les ans. Phyllis, tout sourire, dévore Fontaine des yeux. L'eau est chaude, vous la voulez maintenant? Intérieur jour, pension Briers, chambre de Fontaine. Fontaine est assis à une petite table, il écrit une lettre. Devant lui, entre la Bible et la pipe, on voit un portrait dans un médaillon à fermoir. C'est le portrait d'une jeune femme aux traits doux et rêveurs. Fontaine off. Lisbeth, ma chérie. La tempête n'est plus sur la mer, elle est entrée dans les bureaux. J'apprends que je n'aurai pas de nouvelle machine tant que Crowfoot n'aura pas fait la paix avec son assureur. La fenêtre déverse des clartés mobiles qui s'estompent au passage des nuages. En attendant, je suis échoué dans ce désert de Lowestoft, loin de toi qui est tout. On frappe. Mrs. Briers rentre, une pile de linge propre est repassée sur les bras. Phyllis entre à sa suite, apportant l'eau chaude pour le thé. Mrs. Briers, je vous rapporte le gilet bleu, tout propre. Mrs. Briers s'arrête net au milieu des nappes de fumée de la pipe. Oh, mais c'est une vraie tanière ici, il faut ouvrir un peu. Mrs. Briers dépose le linge sur un meuble et fonce vers la fenêtre. Phyllis gagne la table et commence à remplir la théière d'eau bouillante. Elle adresse à Fontaine un sourire ébloui. La bouilloire lui échappe des mains. L'eau court sur la table, vers les genoux de Fontaine. Il se lève d'un bond, le pendentif dans une main, la lettre dans l'autre. Mrs. Briers, ma pauvre enfant, mais vous n'avez rien dans les mains? Mrs. Briers dénoue son tablier et se met à éponger la table fumante. Phyllis lui prend le tablier et fait un geste vers la lettre. La lettre, surtout, si on la tamponne, peut-être. Fontaine éloigne la lettre exaspérée. La lettre n'a rien. Mrs. Briers, je vais arranger ça. Elle reprend le tablier à Phyllis, et Phyllis, contrite, voit Fontaine empocher la lettre et le pendentif. Fontaine, bon, moi je vais faire un tour. Phyllis, ah bon, mais le thé alors? Fontaine enfile sa veste, une brosse à vêtements jaillit entre les mains de Mrs. Briers. Fontaine se dérobe, il est déjà en train de quitter sa chambre et disparaît dans l'escalier. Mrs. Briers gagne le palier et se penche par-dessus la rampe. « N'allez pas trop loin, le dîner est à 6 heures. » Elle regagne la chambre, elle soupire. Ça doit se dépenser, un homme comme ça. À la fenêtre, Phyllis, dépitée, regarde Fontaine quitter l'auberge. Extérieur jour, Lowestoft, les berges de la rivière. Les dernières maisons s'égrènent sur les berges de la Waveney. Fontaine s'engage sur un chemin de halage vers l'amont. Il descend du chemin de halage et gagne le bord de l'eau, plus loin. Il a le souffle court. Il prend une profonde inspiration et s'assoit sur une souche. Des échassiers marchent sur un banc de sable, affairés et indifférents. La rivière reflète les clartés du crépuscule.
Sur les berges, Fontaine marche d'un bon pas sur le chemin du retour. Il avise un chemin qui part sur la droite, gravissant une colline, en direction de Lowestoft et qui pourrait être un raccourci. Fontaine marque le pas et s'arrête, indécis. Un passant s'approche sur le chemin de halage. Fontaine le salue et engage la conversation. On le voit désigner le chemin d'un geste. Le passant lui répond par d'autres gestes. Ils se séparent. Fontaine, après une hésitation, s'engage sur le raccourci. Les ornières du chemin sont anciennes. Fontaine parvient au sommet de la colline. Sur la gauche, une prairie et un arbre solitaire, un pommier dénudé et tordu. Devant Fontaine, le chemin plonge dans un vallon touffu et parmi les cimes d'arbres, on aperçoit un triangle pâle qui est un pignon. Au bas de la pente, Fontaine découvre un étang. La surface noirâtre est encombrée de feuilles et de bois morts. L'eau coule au trop-plein de l'écluse, mais sans un murmure. De l'autre côté, le terrain remonte et la maison est là. Fontaine s'arrête et regarde. C'est une maison sans élégance, mais pas sans charme. Le bâtiment d'origine est une maison de campagne cossue, aux volets fermés. Toutes sortes de rajouts, appentis, auvents, passerelles, la relient à un autre bâtiment qui a dû être un moulin, car on voit les restes d'une roue à aube. Il n'y a pas âme qui vive. Un silence surnaturel règne autour de la maison et sur l'étang. Fontaine jette un coup d'œil autour de lui. Il se sent subitement maussade et vaguement inquiet. Il glisse la main dans sa poche, en sort le médaillon et l'ouvre. L'expression du portrait paraît plus grave, elle aussi, plus triste qu'à l'auberge. Fontaine referme le médaillon, pensif. Il lève les yeux. La lumière est en train de changer sur la façade de la maison. Côté rivière, le soleil réapparaît entre les nuages bas et le sommet de la colline. À cet instant, une voiture apparaît sur l'arrondi de la colline et s'arrête. Un passager descend, silhouette bien noire sur le ciel jaune. C'est un homme. Il porte un chapeau et un long manteau. Il descend vers l'étang d'un pas lent. Fontaine, à l'instinct, s'éclipse derrière un bosquet. À mi-pente, l'homme quitte le chemin et entre dans le bois. Puis, arrivé dans l'axe de la façade, il s'arrête. Il ôte son chapeau et baisse la tête dans un salut solennel. Il est sur le point de se recoiffer lorsque une chose étrange arrive. Une clarté se fait, hésitante d'abord, puis de plus en plus forte. Elle éclaire le visage de l'inconnu et révèle les traits d'un très vieil homme. Cette clarté est un rayon de soleil réfléchi par une vitre de la maison sur la façade dorée par le crépuscule. L'éclat passe de carreau en carreau sur les fenêtres de la véranda. L'homme s'incline encore, son chapeau à la main, baigné par le rayon doré. Et puis l'éclat se met à faiblir. Fontaine se retourne vers la maison. Le rayon a presque disparu. L'inconnu, de son côté, se recoiffe et fait demi-tour. Son pas est moins assuré. Le cocher vient à sa rencontre et lui donne le bras pour l'aider à regagner la voiture. Fontaine, intrigué, sort de sa cachette. Le cocher a repris les rênes, la voiture disparaît derrière la crête. Un murmure électrique se fait entendre à la surface de l'étang. Il pleut. Fontaine trouve abri sous un auvent vermoulu, près de la roue à aube. Son regard glisse à la surface ridée de l'étang, puis revient à la maison. Le rayon éteint l'a laissé plus profondément et tristement sombre. Fontaine regarde la maison, comme s'il s'attendait à ce qu'elle lui parle.